En mars dernier, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH à l'âge de 35 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ce diagnostic. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en pense? Comment ça se manifeste? Et en particulier, comment ça se manifeste chez moi. Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que vous attendez. Je sais, vous êtes très nombreux et nombreuses à m'en avoir parlé dans ma dernière FAQ. À la base, j'avais prévu de faire une longue vidéo où je vous parle de qu'est-ce que c'est que le TDAH et ensuite, je vous parle de mon parcours spécifique vers le diagnostic. J'ai décidé de faire ça en 2 vidéos. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que le TDAH, en tout cas ce que moi j'en ai compris, et comment ça se manifeste chez moi. Et dans une deuxième vidéo que je vais tenter de filmer en suivant, je vous parlerai de mon parcours personnel de diag, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, etc. Juste petit disclaimer pour commencer, vous le savez, mais je ne suis pas psychiatre. Voilà. C'est dit. Cette vidéo va certainement comporter de l'information qui, je l'espère, ne sera pas fausse. Je vais faire de mon mieux pour vous donner des infos qui ne sont pas erronées. Si toutefois c'est le cas, eh bien l'erreur est humaine. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, regarder les commentaires, voir s'il y a des corrections, des ajouts, des nuances qui ont été apportées. Si toutefois je dis des conneries, je vais essayer de ne pas en dire, mais c'est la vie. Et surtout, ce diagnostic, moi je l'ai depuis à peu près 6 mois. Donc j'ai pas un recul de malade sur ce sujet. Je débarque. En fait, je n'avais aucun soupçon que j'avais ce diag possible de poser sur moi. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo et des 2 vidéos là que je tourne, j'ai prévu de faire une foire aux questions au sujet du TDAH avec des potes à moi qui sont aussi diag et pour certains et certaines depuis bien plus longtemps que moi, plusieurs années et qui ont donc du recul, qui ont eu de l'essai-erreur sur le diagnostic, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de répondre à vos questions avec eux ou elles. Et du coup, j'aurais mis en barre d'infos un endroit où vous allez pouvoir poser des questions, donc un questionnaire Google sur lequel vous pourrez poser vos questions et nous dire si vous voulez être anonyme ou pas dans la vidéo. Comme ça, c'est mieux qu'en commentaire ou peut-être vous êtes public, quoi. Voilà. Le TDAH, c'est quoi? Pour l'heure, eh bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est que le TDAH? TDAH, eh bien, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est juste un acronyme qui nous dit tout ça. Cet acronyme, en fait, il ne dit pas vraiment ce qu'est le TDAH aujourd'hui. C'est pas vraiment un déficit de l'attention parce qu'en fait, on peut aussi être hyper attentif en ayant un TDAH comme pas du tout attentif en ayant un TDAH. C'est plutôt une histoire de attention pas très bien régulée. Par exemple, quand on a un TDAH, c'est assez courant de soit ne pas réussir du tout à se mettre à la tâche, soit une fois qu'on y est, de ne pas réussir à en sortir et d'être dans un hyper-focus. C'est en ça que c'est pas vraiment un trouble du déficit de l'attention, mais plutôt une attention qui semble pas être très bien régulée. Voilà. C'est souvent un trouble qui est plutôt détecté chez les petits garçons quand ils sont enfants, les petits enfants un peu turbulents. Voilà, on leur dit TDAH ou ADHD en anglais. Parce qu'il y a pas mal de ressources anglophones, donc je vous dis le terme des fois que vous vouliez aussi aller chercher des ressources anglophones. Je vous disais trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Donc il y a donc 3 types. Il y a le type hyperactif, le type inattentif, donc sans hyperactivité, et le type combiné ou mixte qui a les 2. En l'occurrence, dans mon cas, j'ai les 2. Et comme tous les troubles psychiatriques, si vous voulez, c'est juste une case. On détermine que vous avez tel ou tel trouble par le biais de critères de diagnostic. Donc dans le cas du TDAH, il y a aussi cette liste de critères de diagnostic qui sont disponibles dans le DSM-5, qui est celui qui est le plus utilisé, enfin qui est celui en vigueur actuellement. Donc le DSM-5, c'est en gros l'espèce de dictionnaire des maladies mentales pour les psychiatres, qui leur permet de savoir un peu qu'est-ce qui existe comme trouble et comme maladie, et comment déterminer si oui ou non la personne répond à ce diagnostic. Mais c'est un truc, vraiment c'est une forme de grille de lecture. En réalité, mon avis, alors là c'est que mon avis personnel, c'est que en fait, on pourrait très bien vous diagnostiquer avec un truc ou un autre truc, parce qu'il y a des overlaps, en fait, il y a des recouvrements entre les différents troubles. Donc, faut le voir un peu comme un indicateur, mais c'est pas un truc, si vous voulez, qui est à marquer dans le marbre. Enfin, en tout cas, c'est ma vision, moi, des troubles. À la différence, enfin, il y a certaines où c'est pas le cas, mais à la différence des maladies sur le corps, le reste du corps, en fait, on a des façons de mesurer, de dire, bah voilà, cette personne, elle a tel truc au cœur, tel truc, j'en sais rien, dans son système immunitaire. Là, pour le coup, on n'a pas ce genre de choses, en fait. On est juste en train de regarder les comportements et les ressentis d'une personne, et à partir de ça, on détermine un diagnostic.
Sauf que ça ne veut pas dire que c'est pour autant tout acheter à la poubelle, évidemment, hein, ça ne sort pas de nulle part, c'est pas sorti du chapeau, etc. Il y a vraiment des études qui sont faites dessus, il y a vraiment quand même des grandes catégories et des choses qu'on peut dire. On peut dire qu'il y a des personnes qui vivent une dépression, on peut dire qu'il y a des personnes qui vivent un trouble dissociatif de l'identité, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont un trouble anxieux, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont un TDAH, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, c'est aussi très culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on diagnostique le TDAH avec cette suite de critères-là, et dans une autre culture, ça pourrait être différent, à une autre époque, ça pourrait être différent. Voilà, c'est pas un truc à inscrire dans le marbre. Simplement, c'est très utile, parce que ça nous permet d'avoir une grille de lecture de nos symptômes et du trouble qu'on est en train de vivre, et donc de trouver des solutions. TDAH, les critères de diagnostic, ça a l'air chiant. Ça va aller, ouais. On va prendre ensemble le DSM-5, le lien du PDF que je suis en train de vous montrer est dans la barre d'infos, et on va lire ensemble les critères de diagnostic pour le type inattentif et pour le type hyperactif impulsif. Sachant qu'une personne qui est de type combiné ou mixte remplira juste les 2 listes de critères. Le premier critère pour avoir l'un des diagnostics est d'avoir au moins 6 symptômes de la liste depuis au moins 6 mois et que ces symptômes aient un effet négatif direct sur les activités sociales ou scolaires professionnelles de la personne. Pour le type inattentif, il y a le fait de souvent ne pas parvenir à prêter attention aux détails, faire des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, faire des oublis, des choses comme ça, hein, le coup du « je retourne pas la feuille lors de l'examen » par exemple. Avoir souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux pour les enfants, donc avoir du mal à rester attentif longtemps. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle, même si on lui parle personnellement. Quand j'étais petite, ma mère, elle me disait comme ça « Hé, Esther, je te parle !» Ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme des devoirs scolaires, des tâches domestiques, des obligations professionnelles, etc. Donc avoir souvent des manqués, c'est mon cas, hein, avec des problématiques du genre les huissiers, parce qu'on a oublié de payer des trucs, et puis ça se perd un peu dans la nature, oublier de déclarer ses impôts, plein de trucs comme ça de cet ordre-là, et avoir plein de problèmes qui en découlent. A souvent du mal à organiser ses travaux et ses activités, donc des problèmes d'organisation dans l'espace, dans le temps. Évite souvent ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu, comme remplir des formulaires, écrire des choses longues. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités, donc le matériel, portefeuille, lunettes, téléphone, clés et tout ça. Souvent, on se laisse facilement distraire par les stimuli externes, donc ça va être un peu le truc de passer un peu du coq à l'âne dans tes réflexions, de s'il y a un truc dans la rue, tu peux plus écouter ce qu'on est en train de te dire, enfin voilà. Donc ça, c'est le type inattentif. Le type hyperactif avec impulsivité, les critères sont les suivants. Donc remue souvent les mains, les pieds ou se tortille sur son siège. Se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis. Ça, c'est un truc chez moi qui est très très présent. Le coup d'avoir du mal, d'être tout le temps à l'école, on me disait mais assieds-toi correctement parce que je me tortille, je change de position, j'ai les pieds dessous, les pieds dedans, les pieds machin, j'enlève mes chaussures, je les remets. Enfin, cours et grimpe partout dans des situations où c'est pas approprié. Aussi à l'âge adulte, ça va se manifester de manière différente, mais on va avoir un sentiment d'agitation interne. Je le décris moi souvent comme j'ai l'impression d'avoir une balle rebondissante en fait, qui est dans mon corps en fait et l'énergie a besoin de sortir. A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux, dans les activités, dans les loisirs. Ça c'est un truc aussi, hein, les jeux qui sont un peu longs, il faut que je me lève, faut que je... Voilà. Est souvent sur la brèche et agit comme s'il était monté sur ressort. Un petit peu un sentiment d'agitation de manière générale. Souvent parle trop, bon. Ça c'est un truc que j'ai vraiment. Laisse souvent échapper une réponse à une question qui n'est pas entièrement posée. A souvent du mal à attendre son tour lorsqu'il fait la queue par exemple. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence sans forcément se rendre compte. Donc va être là et prendre de l'espace en fait. Prendre de la place, s'immiscer, s'imposer. Donc tout ça, ça va avec le fait de couper la parole, de parler trop, etc. Ok, pour que le diagnostic soit posé, en plus d'avoir au moins 6 symptômes persistants depuis plus de 6 mois de l'une, de l'autre ou des 2 listes dont je viens de vous parler et que je viens de vous lire, il faut en plus remplir 4 autres critères. Le premier, c'est qu'il faut que plusieurs de ces symptômes soient présents avant l'âge de 12 ans. Ensuite, il faut que ces symptômes aient au moins 2 contextes différents dans lesquels ils apparaissent. Donc par exemple le boulot et les relations avec les amis. Il faut avoir mis en évidence que ces symptômes interfèrent avec votre vie sociale et votre vie scolaire ou professionnelle. Et enfin, il faut que ces symptômes ne soient pas mieux expliqués par un autre trouble ou qu'ils n'apparaissent pas exclusivement pendant une phase qui pourrait être explicable par un autre trouble. Voilà pour les critères de diagnostic. Alors,
du coup, je continue à appuyer ce que je disais avant sur le fait que ce ne sont que des grilles de lecture et que c'est pas une étiquette à mettre dans le marbre, etc. Parce que vous aurez remarqué, je pense, peut-être que vous me regardez, que vous n'êtes pas du tout quelqu'un avec ou quelqu'une avec un TDAH, mais que vous vous êtes reconnu dans plein de ces critères. Qui n'a jamais perdu ses clés, qui a jamais eu du mal à se concentrer sur l'écriture d'un mémoire, ou qui n'a pas fait la faute d'étourderie de ne pas retourner son document à un examen ou de faire des erreurs d'inattention dans son orthographe, etc. Tout le monde a tous ces critères. Et c'est bien la difficulté en fait avec ce type de diagnostic, avec les diagnostics de manière générale sur les troubles mentaux, c'est que en fait, je veux dire, on a tous ces critères. Ce qui fait qu'on a un trouble qui est posé, un diagnostic qui est posé, et c'est le cas, je parle de TDAH, mais c'est le cas pour la bipolarité, c'est le cas pour une dépression, c'est le cas pour plein de choses, enfin pour tout en fait. C'est une question de nombre de critères et de leur intensité et de combien ça vous handicape dans votre quotidien et dans votre vie. Combien ça pose problème en fait. C'est ça qui fait qu'on pose un diagnostic ou pas. Après, maintenant, le fait de savoir que ce diagnostic existe, mais peut-être que vous n'êtes pas au point d'être diagnostiqué, c'est quand même utile de savoir qu'en fait, il y a un truc qui ressemble, qui s'appelle TDAH, et que du coup, si vous cherchez des ressources sur comment pallier à un TDAH, comment dans le quotidien vous organiser quand vous avez un TDAH, peut-être que même si vous n'avez pas un TDAH réellement, ou un TDA, peut-être que en fait, utiliser certains outils de concentration qui ont été développés pour les personnes avec ce trouble peut vous aider dans votre quotidien. En fait, le fait d'avoir un diagnostic de posé, moi je le vois vraiment comme un outil en fait, comme une espèce de corde à mon arc supplémentaire pour pouvoir adapter mon quotidien. Traitement du TDAH, méthylphénidate. Comprendre le trouble au-delà de ses symptômes. Méthylphénidate, Google. Méthylphénidate. Je vais vous parler un petit peu plus de moi, mais avant, j'ai envie d'expliquer un petit peu ce qu'on en comprend. Parce que vous le savez peut-être, mais la médication donnée en priorité pour les personnes qui ont un TDA ou un TDAH, donc ça va être le méthylphénidate. Désolée, j'ai encore besoin de regarder mes notes pour ce genre de choses. Surtout connu sous forme de Ritaline et de Concerta. Moi, je suis médiquée aujourd'hui. Je vous en parlerai un peu plus quand je vous parlerai de mon diagnostic, du parcours, etc., des allers-retours avec les psychiatres, les psychologues, etc. Et pour le coup, ça m'aide énormément. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette molécule, en fait? À quoi ça sert? En fait, c'est un stimulant du système nerveux central. Et ce que ça fait en particulier, c'est que ça inhibe la recapture de la dopamine. C'est ça que ça fait, ce médicament, sans pour autant vider les vésicules synaptiques. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, c'est comme si vous aviez de la dopamine plus longtemps en circulation en fait, dans votre cerveau. La dopamine, si vous ne le savez pas, c'est un neurotransmetteur qui est responsable du plaisir immédiat en fait. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on donnait ce médicament aux personnes qui avaient un TDA ou un TDAH, en fait, ça les calmait et ça leur permettait de réguler leurs fonctions exécutives. Parce que c'est ça qu'on essaye de faire, en fait, c'est de réguler les fonctions exécutives dans le quotidien pour que la personne elle puisse fonctionner de manière plus fluide. Donc, ça apaisait pas mal de choses, ce sentiment un peu de bouillonnement à l'intérieur, etc. Donc, ça nous a mis sur une piste qui est que, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce qui produit, ce qui crée le TDA ou le TDAH. Si vous voulez, on ne sait pas ce que c'est. L'analogie que j'aime bien donner pour ça, c'est comme si, en fait, quand on détecte des troubles mentaux, de manière générale, c'est toujours le cas, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est comme si vous alliez voir votre médecin et que vous disiez, regardez, ma jambe, elle est enflée, j'ai mal, voilà, j'arrive plus à poser le pied, etc. Et qu'ils vous disent, ça c'est une fracture, ok? Et que, en fait, quand vous lui demandez, mais c'est quoi une fracture? Il vous répond, c'est la jambe enflée, le fait de ne pas pouvoir poser le pied, le fait d'avoir une zone qui est bleutée, enfin j'en sais rien, je sais pas exactement, je suis pas médecin donc je sais pas quels sont réellement les symptômes d'une fracture, mais voilà, je sais qu'il y a au moins ce genre de truc, une douleur intense, etc. Mais en fait, quand on dit douleur intense, gonflement, le fait de ne pas pouvoir poser le pied, etc., c'est pas la seule chose qu'il peut y avoir derrière une jambe cassée. Puis surtout, on n'a pas dit ce que c'était qu'une jambe cassée, à savoir... Qu'est-ce que c'est? C'est surtout un os brisé en fait. Ce qu'on n'a pas dans le TDAH, c'est la réponse à qu'est-ce que c'est vraiment. On peut dire tous les symptômes, et c'est ça qui fout un peu le bordel dans tous ces diagnostics. C'est-à-dire en fait on peut dire les symptômes, et les regrouper et dire « Ah, ça a l'air quand même d'être un même truc ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve à dire « Bon il y a globalement certainement TDAH, bipolarité, dépression, TCA, machin ». Mais parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là dans le TDAH, avec la médication
type Concerta ou Ritaline, qui sont les deux marques qui sont remboursées par la sécurité sociale aujourd'hui chez l'adulte pour le méthylphénidate, si je ne me trompe pas. En fait, on s'est rendu compte que ce truc-là, ça calmait les gens qui avaient ces symptômes. Donc on s'est dit, ah, est-ce que ça serait pas, en fait, le vrai truc, le vrai diagnostic, plutôt que de dire, il y a un truc vaguement avec la tension, est-ce que ça serait pas une question de réception de dopamine? Est-ce que ce serait pas des personnes qui ont une dérégulation, en gros, de la dopamine, en réalité? Parce qu'on se rend compte que quand on leur donne ça, ils restent plus concentrés longtemps sur une tâche. Ce qui se passe, c'est que normalement, quand vous avez une dopamine qui fonctionne correctement, en fait, c'est suffisamment satisfaisant d'avancer, de vous voir avancer dans la tâche pour rester concentré sur cette tâche. Et ce qu'on voit chez les personnes qui ont un TDAH, ça va être tout ce qu'on dit en termes d'impulsivité, agitation, etc. On va souvent voir des personnes qui ont des troubles addictifs, qui vont être très impulsives, prendre des décisions hâtives, pas avoir de problématiques de prise de risque. Voilà, beaucoup d'addiction de manière générale. Et tout ça, ça nous donne un indice avec ce médicament de dire tiens, est-ce que ça serait pas une histoire de personnes qui recherchent en fait de la dopamine parce que elles, d'une manière ou d'une autre, ça se régule pas très très bien et du coup, il y aurait toujours cette envie de recherche, de stimulation constamment, ce qui donnerait cette agitation. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est juste une hypothèse, on n'en sait rien en fait. Et il y a des recherches qui sont données là-dessus, et il y a des choses qui montreraient que potentiellement oui, potentiellement non, enfin bref, il n'y a pas de consensus. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas de consensus à ce sujet. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris dans les recherches que j'ai faites ces 6 derniers mois pour ma propre personne quand je me suis intéressée au truc. Mais ce qui est génial, c'est que la Ritaline, effectivement, ou le Concerta, enfin cette molécule-là, effectivement, crée ce sentiment de calme. Mon TDAH. Juste en quelques mots ici, parce que je vous en parlerai davantage dans ma deuxième vidéo qui sera sur mon parcours de diagnostic. Dans mon cas, moi, la façon dont ça se manifeste le plus dans mon quotidien, il y a pas mal de problématiques autour des relations aux autres. Ça, je vous ai déjà parlé de mes difficultés à m'insérer dans un groupe, à être bien dans un groupe. Je vous en parlerai plus dans mon parcours de diagnostic, puisque ça a été par ce bout-là, moi, que j'ai tiré la ficelle au départ. Donc j'ai cette difficulté-là, le fait de parler trop, etc. C'est vrai que ça a toujours été un sujet, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Et dans la pratique, quand on a un TDAH, c'est surtout un trouble exécutif en fait. C'est un trouble de l'exécution, c'est-à-dire qu'on va oublier, on va perdre les choses, donc c'est une question de mémoire, une question d'organisation, une question de dire les bonnes choses au bon moment, de fitter un peu socialement. Il y a un peu un truc de ne pas se rendre compte que tu peux pas parler de cul à ta boulangère, quoi, tu vois. Il y a un truc un peu, tu vois, très situationnel. Dans l'organisation, d'oublier de faire des trucs, de pas réussir à switcher d'une tâche à l'autre. Enfin, voilà, il y a vraiment une difficulté dans la pratique, dans le quotidien, à fonctionner. Dans mon quotidien, moi, ça va être beaucoup de la difficulté à switcher de tâche, de la difficulté à sortir d'une tâche quand je suis vraiment dedans à fond, oublier des trucs. Et même si j'ai des rappels partout, même si j'ai une assistante qui me met les choses dans mon agenda au niveau professionnel, etc. Pareil, elle me disait récemment en réunion que depuis que je prends de la Ritaline, elle voit qu'en fait j'oublie moins les trucs, que je suis plus concentrée, que je pars moins dans tous les sens, etc. Voilà. Et puis les difficultés pour moi essentielles aussi autour de tout ce qui est concentration, à la lecture. Les tâches un peu longues, la lecture, l'écriture, pour moi ça a été des trucs dans ma scolarité, ça a été un vrai sujet. Pareil, je vous en parlerai un peu plus dans le parcours du diagnostic. Mais voilà, moi c'est une vraie... en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai adapté en fait ma vie autour du TDAH sans savoir que j'avais un TDAH en fait. C'est-à-dire que je vous en rendez pas compte ici, mais quand même, moi je suis à mon compte, je tourne des vidéos, je filme quand je veux, je suis coach de vie, donc j'ai des rendez-vous avec des personnes au quotidien. J'ai pas mal de tâches un peu différentes, des choses créatives. Je travaille depuis chez moi, vous vous rendez pas compte, mais ici j'ai une balançoire, là-bas j'ai un siège suspendu, là je suis sur le dossier de mon canapé, j'ai 2 poufs devant moi, je change de place, j'ai un bureau dans lequel je travaille aussi, je change de place au cours de ma journée, je me lève tout le temps, et ça c'est des choses que je fais qui sont faciles pour moi et qui sont adaptées dans mon boulot.
Mais quand j'étais salariée, c'était un bordel, parce qu'en fait, j'avais envie de me lever tout le temps, alors qu'il fallait que je reste assise et que je fasse ce que j'avais à faire, et c'était hyper suspect en fait pour mes collègues. J'étais dans un open space et je passais mon temps à me lever en fait, vraiment toutes les demi-heures, il fallait que je fasse un tour, là, je pétais des câbles à être assise sur une chaise en fait, c'était un truc insupportable. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de agitation interne, le besoin de bouger, ça c'est un truc qui est extrêmement présent. J'ai aussi besoin que les choses aillent vite. Ça, c'est un truc, une forme d'impatience, de frustration assez rapide. Là, par exemple, avant de filmer cette vidéo, j'essayais de faire un truc avec mon retour son. J'y arrivais pas, j'avais pas le bon adaptateur et j'étais là, écoute, est-ce que t'as pas des écouteurs à me passer juste pour que ça marche? Là, je suis impatiente, ça y est, ça a trop duré. En fait, je me vois monter, et je me dis, là, c'est bon, en fait. Je suis arrivée à ma limite. Ça a pris trop de temps de mettre les lumières, d'installer le son, le machin et tout. Là, maintenant, il faut que ça pulse, quoi. Il faut que la vidéo, je la tourne parce qu'en fait, je n'en peux plus, en fait. Je suis à ma limite de ce que je peux attendre, en fait. Donc ça, c'est un truc que je ressens quand même assez souvent. Et le truc le plus handicapant au quotidien aussi, un des trucs les plus handicapants dans ma vie professionnelle et scolaire, ça a été ce truc de je me mets à une tâche et en fait, je n'arrive pas à me concentrer ou alors j'oublie que je suis en train de faire la tâche au moment où je la fais. Genre, je peux littéralement être en train de faire un truc. C'était l'heure, tu vois, j'avais mis dans mon agenda, tiens, cette heure-là, je réponds à mes mails, par exemple. Et je me retrouve sur ma tâche des mails, donc je commence à répondre à mes mails. Ah, je réponds à un mail. Et 2 secondes après, je sais pas ce qui s'est passé, je suis en train de faire ma vaisselle. Et c'est un peu ce truc de, je suis là dans la maison, tac, 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 je fais des trucs, des associations d'idées, et en fait, j'en oublie de faire le truc que j'étais en train de faire. Donc voilà un petit peu pour moi comment je le vis. Après, il y a certainement plein d'autres exemples que je pourrais donner, plein d'autres situations où ça s'est manifesté. J'en donnerai certainement quelques-unes autres dans la deuxième vidéo sur mon parcours du diagnostic. Et puis, je ferai certainement d'autres vidéos aussi en fonction des questions que vous nous posez. Si très open à vous faire des vidéos sur comment j'ai organisé mon quotidien, comment j'ai pallié aux symptômes dans mon quotidien, quel mécanisme en fait d'adaptation j'ai pu développer. Si vous voulez, c'est vraiment des trucs sur lesquels je suis hyper ok de faire des vidéos là-dessus, des outils, des trucs que j'ai pu mettre dans mon quotidien, maintenant que je comprends que c'est ça que j'ai fait en fait, parce que finalement je me suis adapté une vie en fait, avec ce trouble sans savoir que c'était ça que je faisais, et même le boulot que je fais en fait, hein, j'ai une entreprise, j'ai dû prendre des risques à des moments, je vois que ça a été plus facile pour moi, maintenant que je sais que j'ai ce trouble, je comprends qu'en fait il y a certainement des choses qui ont été plus faciles pour moi que ça le serait pour d'autres personnes. Je ne sais pas du tout ce qui vous intéresse, donc je vais vous laisser me poser vos questions, puis n'hésitez pas à pousser cette vidéo aussi grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos abonnements d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le faire, hein. Je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas, ça c'est vraiment un truc qui m'échappe à chaque fois. Moi quand j'aime une chaîne et que j'aime le contenu, je m'abonne. N'hésitez pas à le faire, ça booste la chaîne, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et puis vous, ça vous permet d'être notifié dans votre feed quand une nouvelle vidéo sort. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs sur cette plateforme. Donc vous pouvez assez facilement rater les vidéos. Et en plus, le TDAH, pour le coup, chez les femmes, c'est en plus un truc encore moins mis en avant et moins visible, etc. Il y a beaucoup plus de garçons qui sont diagnostiqués de manière générale, les neuroatypies, mais en particulier sur le TDAH. Enfin, il y a des stéréotypes autour de ce diag. On s'en parlera un peu plus, on aura l'occasion dans différentes vidéos. Je pense que celle-ci est assez longue. Et puis, écoutez, moi, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!